surprises en Coupe de France. Paris Saint-Germain, le tenant, éliminé par Mulhouse. Caen, Division 3, élimine Lille, Division 1. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Notre émission sera aujourd'hui presque entièrement consacrée au 32e de finale de la Coupe de France. Vous savez, c'était l'entrée en lice des grands, des clubs de Division 1. Vous verrez aussi un magazine sur les ramasseurs de balles et la présentation de l'équipe de Saint-Tropez. Pourquoi Saint-Tropez? Parce que c'est un des 4 plus petits qualifiés en Coupe de France. Mais nous allons commencer par les 3 rencontres qui opposaient 2 clubs de première division. Et tout d'abord, Bernard Renault au Parc des Princes. Bordeaux rencontrait Brest. Bordeaux, qui est quand même une équipe de coupe, car Bordeaux l'a gagné une fois, a été 6 fois finaliste. Alors pour Bordeaux, peut-être l'année du doublé. Oui, peut-être, parce qu'effectivement, les Bordelais jouent très bien. Vous l'avez déjà remarqué depuis le début du championnat de France de football. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les Bordelais ne font pas recette, puisqu'hier soir, il y avait environ 9 à 10 000 spectateurs au Parc des Princes pour assister à cette rencontre qui opposait quand même le leader du championnat de France à Brest, qui lutte, il est vrai, pour éviter la deuxième division. Mais quand même un match qu'on estimait très intéressant. Donc pas beaucoup de monde, mais première surprise, Zénier ne joue pas, c'est Touvenel qui le remplace. C'est une première occasion de but dès la 7e minute par Lacombe, mais qui rate son tir. Un match qui démarre très lentement. Quelques minutes plus tard, réplique des Brestois par Enjolea, qui va obliger Delachais à sortir de ses buts. 24e minute, les Bordelais s'enhardissent un petit peu. Joli tir de Spetch du gauche et Chalery met en corner. Chalery, c'était un petit peu l'attraction hier soir, on l'attendait au tournant. 27e minute, l'étau bordelais se resserre. Tigana, excellent hier soir, se débarrasse de ses vis-à-vis, transmet à Tussaud, tir contré de Tussaud. Muller est là et d'un très bon tir, apparemment peut-être anodin pour Chalery, trompe le gardien de but. 1-0, on joue depuis 27 minutes. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Dès la reprise, les choses se décantent. On joue depuis 60 secondes. Tussaud file sur la gauche, centre et Lacombe est à la réception. 2-0, c'est propre, net et sans bavure. Rien à redire. Pour les Bretons, la punition commence. 5 minutes plus tard, Tigana, qui s'infiltre dans la défense brestoise. Un petit centre, Chalery relâche et boum, Muller, 3-0. Rien à redire non plus, là aussi. S'il faut dire quelque chose, parce que l'image est bloquée. Alors. Voilà, Chalery a bien relâché le ballon, ou alors il le tient si fort que l'image ne passe plus. Ça y est, la balle est bien au fond des filets, je peux vous le confirmer, je l'ai vu hier soir. 3-0, on joue depuis 51 minutes, 55e minute, les Brestois se disent qu'il y a sûrement quelque chose à faire, et sitôt dit, sitôt fait, voilà. Maroc oblige Delachais à intervenir, et moi aussi, pour vous dire que de nouveau l'image est bloquée, que décidément rien ne va plus. Voilà, encore un petit effort de Baptiston qui essaye lui aussi d'aérer le jeu et les images, mais rien ne passe, pas même l'image. Une minute plus tard, voilà, quand l'image sera débloquée, c'est fait. Juste récompense, d'une part des efforts brestois, d'autre part d'un certain relâchement bordelais. Les Brestois vont sauver l'honneur. Maroc, Rico qui file sur la droite, et voilà, Delachais, qui on devrait plutôt appeler Relâchais, relâche le ballon, et Enjolea la pousse au fond des filets. 3-1, ça fait nettement mieux sur une carte de visite. Et ça va faire également nettement mieux sur le tableau d'affichage que vous allez voir dans quelques secondes. Voilà, c'est fait, ça a marché cette fois-ci. 65e minute, le match devient quand même un peu plus intéressant et Lacombe en profite pour effectuer un joli festival. 79e minute, voilà, Touvenel, excellent hier soir. Et Muller d'un joli tir du droit, voilà, juste à côté. 80e minute, allez, seulement pour le plaisir, dernière action brestoise, Enjolea, une jolie tête de Joël Henry, Delachais est à la réception, pas de problème pour lui. Voilà un match avec 4 buts, mais quand même un match pas très passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. J'espère que tout va s'arranger sur le plan des images, car sinon il faudrait prolonger l'émission d'une demi-heure, et comme vous savez, il y a le journal à 13h, ce n'est pas possible. Je ne crois pas que ce soit Bordeaux qui fasse pas recette, ce sont plutôt, je pense,
les matchs sur terrain neutre. C'est ainsi qu'à Marseille, pour une rencontre entre deux clubs de première division, il n'avait que 4000 spectateurs. En revanche, Yves Fermin, qu'il y avait beaucoup de monde, je pense à Clermont-Ferrand, pour voir Saint-Étienne. Les Stéphanois, qui sont des spécialistes de la Coupe, ils l'ont gagné 6 fois face à Auxerre, alors que les Stéphanois ne réussissent pas aux Auxerrois, en règle générale. Oui, cette rencontre entre Saint-Étienne et Auxerre avait un petit goût de déjà-vu, puisqu'en effet, l'année dernière, à ce même stade des 32e de finale, Saint-Étienne avait éliminé Auxerre 1-0. Et comme on dit que l'histoire est un perpétuel recommencement, les Verts avaient beaucoup de raisons d'espérer. Même si la pelouse bosselée de Clermont-Ferrand a remplacé le gazon du Parc des Princes, le public est venu nombreux assister à ce match. Saint-Étienne fait encore recette, à moins que ce ne soit maintenant Auxerre. Dites-le avec des fleurs, disait la publicité. Cette publicité, Jean-Louis Zanon et Dominique Le Colli l'ont prise à la lettre pour montrer leurs bonnes intentions. Des bonnes intentions qui en début de match sont plutôt stéphanoises. 10e minute, débordement de Moisan, loupé de Carreau et Daniel au deuxième poteau tire sur Batz qui peut repousser. Plus rapide sur le ballon, les jeunes Stéphanois dominent et 5 minutes plus tard, Jean-Luc Ribard, lancé par Zanon, se présente seul devant Joël Batz mais enlève trop son tir qui passe au-dessus. Dominés physiquement, les Auxerrois ont bien du mal à se créer des occasions. Pourtant, ils sont à 2 doigts d'égaliser quand Charles part tout seul sur le côté droit. Castaneda charge Charles dans le dos et il écope d'un carton jaune. Des cartons jaunes, l'arbitre Joël Quignou va en faire une distribution gratuite à la fin de la première mi-temps. À la suite d'une faute de Boly sur Moisan, les deux équipes se retrouvent face à face pour un match qui n'a pas grand-chose à voir avec le football. Mais ça, ce jeu-là, c'est de l'arbitre le plus fort, puisqu'après une pluie d'avertissements, tout rentre dans l'ordre. 0-0, c'est le score à la mi-temps d'un match où il ne s'est pas passé grand-chose, du moins sur le plan football. Le meilleur homme ayant été l'arbitre, Joël Quignou. En deuxième période, comme en début de match, ce sont les Stéphanois qui prennent le jeu à leur compte. À la 61e minute, sur un corner venu de la gauche, Ribard voit sa tête repoussée par Charles sur la ligne. Ce n'est pas fini. Zanon récupère la balle et d'un tir croisé au ras du sol inscrit le premier but. Un but mérité qui récompense l'équipe la plus déterminée. Mais on va le voir au ralenti. Joël Batz est gêné par Chilet et le ballon lui passe sous le ventre. 10 minutes plus tard, les Stéphanois sont à 2 doigts de doubler la mise sur cette erreur de Batz. Chilet enlève trop son tir et met le ballon au-dessus. Il reste 15 minutes à jouer et les Auxerrois sortent enfin de leur réserve. Ils marquent même un but par Ferreri, mais ce but est logiquement refusé pour hors-jeu. Auxerre, qui voit déjà se profiler une nouvelle élimination au premier tour de la Coupe de France, retrouve ses automatismes et son jeu. Le ballon vole de tête en tête, Garande, Zarmac, à nouveau Garande, et enfin Ferreri qui marque un nouveau but. Un but qui est une nouvelle fois refusé car Géraldès a poussé Zanon dans le dos. Auxerre pousse, mais les Stéphanois bien organisés autour de Moisan se montrent encore dangereux en contre, comme sur cette action de Moisan qui du milieu du terrain essaie de surprendre Joël Batz avancé. Pendant les 5 dernières minutes, c'est un véritable festival du gardien de l'équipe de France. Batz sait tout faire et il le montre. Il dribble et il tire comme un véritable attaquant. Et quand Auxerre perd le ballon, il revient comme un arrière latéral. À l'occasion, quand Saint-Étienne se montre dangereux, Joël Batz peut même plonger, même s'il est au milieu du terrain. Mais tous les efforts du gardien d'Auxerre resteront vains. Saint-Étienne, malgré les absences d'Olesiak et de Kupchevich, va préserver son petit but d'avance et rééditer le coup de l'année dernière. Une victoire qui va apporter un ballon d'oxygène au club et à cette jeune équipe de Saint-Étienne qui lutte toujours pour rester en première division. Quant à Auxerre, on note que c'est la 4e année consécutive que l'équipe auxerroise est éliminée au premier tour de la Coupe de France, au premier tour, au 32e de finale. Et oui, et comme l'a déclaré Giroud après la rencontre, notre équipe est surtout une équipe de championnat, ce n'est pas encore une équipe de coupe. En revanche, à Marseille, il y avait 2 équipes spécialistes de la coupe. Bastia qui a gagné la Coupe de France en 81, qui a été finaliste de la Coupe de l'UEFA, et Nîmes qui a été 2 fois finaliste de la Coupe de France. Un reportage d'FR3 Marseille, Jean-Claude Juan, pour Bastia contre Nîmes.
Ce premier match des 32e de finale s'est disputé dans une sorte de douce intimité et les Bastiais en bleu, tout comme les Nîmois maillot rouge, attachaient une grande importance au résultat. Mais comme c'est le cas très souvent entre deux équipes de valeurs sensiblement égales, ce fut un match où les défenses ont pris le pas sur les attaques, chaque formation recherchant dans le contre l'exploit déterminant pour une éventuelle qualification. Ce fut en début de rencontre notamment un match équilibré, mais c'était la formation insulaire qui, la première, allait se montrer la plus dangereuse. Par Zimaco, Mia et surtout Solsona, la défense nîmoise était pressée sur ses buts, mais comme cela se produit très souvent sur un contre, c'était au tour du gardien Olmeta de sortir au devant du danger que représentait l'avant-centre cubaine. Au fil des minutes, l'équipe d'Antoine Rodin parvenait à prendre la direction des opérations, ce qui permettait à Morisseau de s'opposer avec bonheur aux tentatives de Martialis, Roger Mia et Solsona. Autre action dangereuse du 11 nîmois. Et fort belle sortie d'Olmeta. Tarantini était fort bien placé pour la relance du jeu, mais l'occasion la plus dangereuse du 11 de Pierre Barlaguet se situait juste avant la pause. Une passe en retrait à Morisseau et sur une ouverture en profondeur de Herrero, Goudard profitait d'une hésitation de Marchioni pour se retrouver seul ou presque seul devant Olmeta. Avec brio et sang-froid, le gardien Bastier parvenait à détourner le tir de l'avant nîmois. C'était donc sur un score de parité 0-0 que M. Vautreau sifflait la pause pour l'une et l'autre équipe. Tout restait donc à faire. Solsona à la reprise tentait de se créer les actions les plus dangereuses avec Mia en relais, mais la défense gardoise, avec sa véritable tour de défense qu'est Nijard, parvenait à contenir les assauts des avants adverses. C'est alors que sur cette action se produisait un incident qui aurait pu avoir une suite déterminante pour la fin de la rencontre. L'assesseur de M. Vautreau était pris pour cible par de jeunes exaltés. Le référé arrête le match, demandant aux délégués et aux forces de l'ordre de calmer l'ardeur trop excessive de ces jeunes troublions qui confondent un peu trop rapidement sport et chahut. Tout rentrait fort heureusement dans l'ordre peu après. Les Bastiais bénéficiaient à la 70e minute d'un coup franc à la limite de la surface de réparation gardoise à la suite d'une faute commise sur Roger Mia. Solsona, regardez bien, cela allait très vite et avec la complicité du mur et les bagarres dans les tribunes, parvenait à prendre Morisseau à contre-pied. Regardez, cela va aller très vite. 1-0, c'était le but qui permettait aux Bastiais d'être les premiers qualifiés de ces 32e de finale. Récapitulons donc, division 1 entre eux. Finalement, pas de surprise, sauf Saint-Étienne qui a battu Auxerre. Les autres résultats, bien sûr, au fil de l'émission. Nous allons maintenant vous parler des ramasseurs de balles. Eh oui, en tennis, il y en a eu de célèbres. Par exemple, Manuel Santana, qui avait commencé par être ramasseur de balles avant de devenir un grand champion de tennis. Mais en football, on les connaît moins. Ce sont un peu des obscurs, on ne les voit pas à la télévision. Alors, qui sont-ils, ces ramasseurs de balles? Quel est leur rôle? Alors qui ils sont? Ce sont en général des minimes, mais quel est leur rôle? C'est quand même plutôt, ce sont des ramasseurs de balles, c'est quand même plutôt de ramasser la balle, et on va voir que ce rôle peut avoir une certaine influence sur la partie, on va le voir. Alors ce sont donc des minimes, comme au Parc des Princes pour les matchs du Paris Saint-Germain. Là ce sont soit les minimes du Paris Saint-Germain, soit ceux d'équipes qui en ont fait la demande auprès de Claude Guérin, c'est lui le responsable du ramassage au Paris Saint-Germain. Enfin la liste d'attente est longue de 2 années environ quand même. Alors mardi dernier j'étais au match Paris Saint-Germain-Brest, là les ramasseurs de balles étaient les petits minimes de Saint-Cyr, et on va voir qu'ils ont passé une très bonne soirée.
Il est 19h45. Dans l'un des vestiaires du Parc des Princes, une équipe se met en tenue. C'est celle des petits ramasseurs de balles de Saint-Cyr. Bientôt, ils seront sur le terrain pour y vivre le match de leur vie. En attendant, c'est le moment des dernières consignes. Tu vas juste à l'autre côté du terrain. D'accord. Et tu t'arrêtes à peu près à 1 mètre en retrait de la ligne centrale. Ok. Et toi, Lionel, tu fais la même chose de l'autre côté. Hein, et vous arrangez pour être à peu près en ligne. D'accord? Ça y est, c'est parti. On quitte d'abord l'intimité du vestiaire pour rejoindre celle du couloir. Et c'est enfin la lumière et les clameurs. Et oui, ce sont eux les ramasseurs de balles qui entrent les premiers sur le terrain. Ce sont eux que le public applaudit d'abord, histoire de se libérer. Les joueurs viendront après, mais eux, de toute façon, ils ont l'habitude, pas comme nos petits bonshommes de Saint-Cyr. Oui, 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 c'est plutôt impressionnant tout ça. Et oui, c'est grand et c'est impressionnant, d'autant que maintenant le match est commencé. Quant au ballon, on voudrait bien pouvoir le toucher, le ramasser, le renvoyer, bref, qu'il sorte en touche. Pourtant, quand c'est enfin le cas, on n'est pas encore très à l'aise. J'y vais? Non, j'y vais pas. Dur métier, d'autant que parfois il y a des intrus, c'est-à-dire des gens qui renvoient le ballon alors qu'on ne leur a même pas demandé. Vraiment, de quoi se mêle-t-il? Heureusement, tout cela s'arrange, pourvu qu'on se trouve sur la bonne trajectoire. Dans ce cas-là, on fait son travail, mais on reste toujours un peu inquiet. Est-ce que je l'ai bien renvoyé? À la mi-temps, les trois équipes regagnent les vestiaires, les deux qui étaient sur le terrain et la troisième, celle qui était autour. Après 45 minutes de jeu, on se retrouve ensemble pour le premier réconfort, les premières impressions et les premiers rires. Mais il ne faut pas en oublier les consignes. On ne traîne pas, on a un peu rêvé là. Et pour les balles, quand vous ramassez les ballons, ne soyez pas timorés, il faut prendre les ballons, vous êtes à droite, donc profitez-en. Et vous rendez le ballon, regardez bien où l'arbitre, s'il a désigné le point de corner ou les 6 mètres, et vous donnez le ballon en conséquence, parce que vous restez quelquefois avec le ballon dans les mains, vous ne savez qu'en faire. Voilà, la deuxième période va débuter et on entre sur le terrain bien plus décidé que pour la première. Maintenant, on est habitué, on a pris de l'assurance. Regardez, on se permet même des fantaisies. On place le ballon là où il faut. Pour un peu, on se prendrait pour Guillochon. Guillochon qui tire le corner. Si le but avait été marqué, on aurait pu dire qu'on avait fait l'avant-dernière passe. En tout cas, désormais, le ramassage ne pose plus aucun problème. Facile, facile, et on est tellement rodé qu'on parvient même à anticiper sur les erreurs des joueurs. Dans ces conditions, il est temps que la démonstration se termine. Enfin, on donne quand même à Suzik l'occasion de tirer un dernier corner. Le joueur yougoslave ne se fait pas prier. Mais ce corner ne donnera rien car à l'arrivée, Fernandez rate l'ultime occasion de la partie. Cette fois, c'est décidé, on rentre au vestiaire. Donc j'en ai touché une bonne dizaine. Non mais sans compter avant. Moi j'en ai touché 5. Moi j'en ai touché une bonne dizaine. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec le gardien? Eh ben, je lui ai donné la balle, puis il me l'a rendue. T'as touché combien de ballons? Dans le match 1, je pense. Tu l'as bien utilisé? Oui, oui. Qu'est-ce que t'en as fait? Je l'ai donné à Fernandez. Il t'a dit merci? Oui. Pas d'accès, ça. Tenez bien votre feuille, sinon ça va mal être fait. Voilà. Et quand Fernandez sortit des vestiaires, ce fut au tour des petits ramasseurs de balles de lui dire merci. Comme une lettre à la poste. Ça vous va? 5-4-3-2-1, Fernandez fini.
Ramasseur de balles, c'est presque un métier. Revenons maintenant à la Coupe de France. Division 1 contre Division 2, qu'est-ce que vous cherchez? Je crois qu'il y avait un ballon qui traînait, je voulais le ramasser. Les dessous de table. Division 1 contre Division 2. À Strasbourg, Paris Saint-Germain contre Mulhouse. Paris Saint-Germain qui était invaincu, disons, qui avait gagné 2 fois de suite la Coupe de France, éliminé par Mulhouse qui avait besoin de se racheter un peu de son mauvais championnat. C'est sûr, Jean Renal, Paris Saint-Germain qui est surtout un club neuf, et cette Coupe de France était un peu son enfant chéri. Grâce à cette Coupe de France, le PSG a un peu et beaucoup obtenu sa consécration française et européenne. Mais il faut dire qu'hier soir, des 2 formations en présence au stade de la Méno à Strasbourg, c'est sans doute l'équipe mulhousienne qui convoitait le plus la victoire, même si cette victoire, on va le voir tout de suite, a été entachée d'une faute assez flagrante. 15 juin 82, donc PSG bat Saint-Etienne après prolongation au pénalty. 11 juin 83, PSG bat Nantes 3-2. Hier soir, Strasbourg, 32e de finale. Rassurez-vous, la tribune vide en face. Elle est interdite au public, cause de travaux. Ils sont en voie d'achèvement. Pour les joueurs de la capitale, donc, la Coupe tient une place à part. Alors que, vous l'avez dit, pour Mulhouse, avec ses Kiss, Six et Huck, eh bien, la Coupe, c'est la seule occasion de se rattraper d'un parcours en 2e division, pour l'instant complètement gâché. D'abord, regardez une image anecdotique. À la 7e minute, tout de suite, Baratelli, qui va heurter son camarade, Jean-Claude Lemoux. Voilà, c'est fait. C'est le signe que Paris se bat tout seul ces derniers temps. Baratelli-Henry fera du reste un match par la suite irréprochable. On a bien du mal à entrer dans ce match justement, et c'est l'ex-parisien Kist qui va tout de suite donner le ton. Regardez à la 12e minute, ils font Stella Toro dans la défense parisienne. Baratelli est là, Six et son pied gauche sont encore là. Très bon centre, la tête est parisienne, elle est de Fernandez, corner qui ne donne rien comme l'on dit. Mais à partir ici du premier quart d'heure de jeu, ce sont les tenants de la Coupe qui vont s'installer dans leurs meubles favoris. Rocheteau à terre, les Parisiens qui se créeront presque toutes les attaques les plus nettes de cette première mi-temps. Et là, par 2 fois, Jean-Claude Lemoux a trouvé un opposant. 15e minute et toujours au sprint les Parisiens. Avec Couriol, il sert Ngom. Et là, ça fait frissonner les poteaux du stade de la Méno. 10 minutes plus tard, Mulhouse et Didier Six qui perdent le ballon. Ça repart avec Suzik et puis tout de suite Assad, les 2 premiers violons du PSG qui perdent en route. Regardez leur efficacité. Et c'est bien là le mal actuel du PSG qui est un peu résumé dans cette phase de jeu. Le mou est là et ça s'achève en touche. 38e minute, coup franc de Suzic, tête de Couriol. Mulhouse s'en est bien sorti jusqu'à présent et ce sont justement les Mulhousiens qui auront en fin de première mi-temps le ballon le plus brûlant. Pour l'instant, c'est encore Ngom qui se montre extrêmement menaçant. Ici, nous approchons justement de la mi-temps avec ce ballon très dangereux qui est pour l'instant dans les pieds de Durkalik. Kist est à terre, on aurait pu siffler un pénalty. Le jeune Guesser s'est trouvé complètement surpris par cette bonne aubaine. C'est la mi-temps, 0-0. Battenay s'échauffe, la Coupe c'est son truc. 5 victoires, 3 avec Saint-Etienne, 2 avec Paris Saint-Germain. Mais tout de suite, avec le début de la 2e mi-temps, un changement de décor le plus total. Mulhouse qui, ici à l'image de Huck, accélère dans